Bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinar en partenariat aujourd'hui avec Claranet Cybersécurité. J'espère que vous nous entendez bien. En tout cas, si vous nous avez rejoints ce matin, c'est que vous vous sentez concerné par l'automatisation de la sécurité de vos applications web. Alors ce matin, que vous soyez RSSI, développeur ou consultant, nous allons vous montrer en quoi les technologies Rohde & Schwartz, associées à l'expertise d'infogéreurs de Claranet, pourraient vous aider à implémenter des processus DevSecOps afin d'améliorer le niveau de sécurité de vos applications web et de vos API. Alors ce webinaire, quelques informations, va durer approximativement 35 à 40 minutes. Restez bien avec nous pour les démonstrations et n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation dans le chat. Le webinaire est enregistré et il sera disponible en replay à la fin de la présentation. Je suis accompagné ce matin de Sébastien Barthes, directeur de la Business Unit Cybersécurité de Claranet. Bonjour Sébastien. Bonjour Valentin, bonjour à tous. Comme tu viens de le dire, je suis Sébastien Barthes, je gère la business unit cybersécurité pour Claranet en France. On a des équipes aujourd'hui qui sont réparties sur plusieurs sites, en particulier sur l'île et Rennes, de belles régions de cybersécurité. Et je suis très heureux de co-animer ce webinaire avec toi Valentin. Merci Sébastien. Et puis pour ma part, je suis Valentin Artaud, en charge des partenaires sur le Benelux, la France et la Suisse romande. On va commencer ce webinaire par l'agenda. Alors, dans un premier temps, nous introduirons le sujet par des retours terrain, des constats, ce qu'on nous dit en rendez-vous. Nous parlerons ensuite également de l'avènement de la culture DevSecOps et des nouveaux enjeux métiers qui sont liés en fait à cette demande des organisations d'être de plus en plus agiles, de casser les silos. Et puis ensuite, nous entrerons, je dirais, dans le vif du sujet avec deux démonstrations. La première, Wafshare, qui est un service offert par Claranet. C'est un service de benchmark un peu de la position de sécurité de votre WAF face aux menaces d'attaques applicatives, hein, un état des lieux, savoir où vous en êtes en termes d'efficacité de blocage. Et ensuite, une deuxième présentation de WebFence, qui est plus qu'un WAF, qui est un service de protection des applications web et des API en mode managé. Puis ensuite, on ouvrira le sujet avec notre proposition de valeur autour de Trusted Application Factory, le futur du WAF, comment on peut automatiser la sécurité de son application web dès le développement, dès l'écriture du code. On vous présentera après nos sociétés respectives. Viendra le temps de la conclusion et de la réponse à vos questions et des réponses à vos questions. Voilà, bah c'est parti, Sébastien, je te laisse la parole. Ça marche. Alors, afin d'introduire la notion d'agilité, de sécurisation des applications, nous allons démarrer ce webinaire par des constats qui viennent du terrain, qui sont issus de nos années d'expérience en tant qu'éditeur pour Rohde & Schwartz et d'infogérant de Web Application Firewall pour nous, Claranet. Et les verbatims que vous voyez là défiler dans les slides nous montrent à quel point il faut parfois faire un choix entre performance et tenue en charge de mes applications versus la sécurité, passer du temps à suivre et à gérer ces règles de protection versus passer ce même temps sur mes infrastructures, sur mes mises en production. Et nous rencontrons aussi souvent la crainte, parfois qui est avérée, de ne pas être protégé de la majorité des menaces, sachant que nous sommes dans un contexte qui est changeant avec des tentatives d'attaque multiples et multiformes. C'est le challenge. C'est le challenge de protéger ces applications en ayant une bonne balance entre sécurité et disponibilité et rester agile dans les processus liés à mon métier. Nous souhaitons donc vous apporter un éclairage sur ces différents sujets par différentes démonstrations et réflexions sur la notion de DevSecOps et de management de sa protection via un WAF. Ce qu'on vous propose là pour donner un petit peu de dynamique en ce début de webinaire, c'est une question qui est somme toute assez simple, qui est votre WAF est-il en mode bloquant? Alors, pourquoi est-ce qu'on pose cette question? On la pose parce que le WAF, c'est quand même un élément qui est en quelque sorte intrusif, parce qu'il est placé en coupure entre le demandeur, l'internaute, et le site web. Et le WAF, il inspecte et prend des décisions jusqu'à blacklister des demandeurs. Il a donc une influence qui est forte sur un site web et donc potentiellement sur l'expérience utilisateur quand il est en mode bloquant.
On souhaite donc savoir à titre informatif dans l'audience du webinar quel est le pourcentage de WAF qui est au bloquant versus en non bloquant. Donc là, vous devriez voir une fenêtre arriver qui vous permet de choisir un oui, un non ou un je ne sais pas. On laisse voilà, juste quelques secondes pour pouvoir participer au sondage et puis on validera on validera les réponses. Ouais, on va vous laisser encore quelques secondes. Voilà, on peut faire un petit décompte pour que vous puissiez nous glisser 3, votre 2, réponse. 1. Amaury, tu peux envoyer les réponses. Voilà, ok. Donc on a alors on a quand même une Ah, part de l'audience qui est en je ne sais pas et pas mal de oui. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a une audience qui est quand même relativement attentive et probablement à savoir un bon niveau de maturité sur la sécurité et donc probablement aussi du suivi de celle-ci, du run de toute la partie WAF. Nous, tu peux peut-être passer si tu veux. oui. Voilà, donc on va passer le sondage et arriver en fait à ce que nous voyons sur le terrain, les constats que l'on peut faire en auditant des architectures et des workflows de protection. Et bien souvent, on se rend compte que on croit que l'on est protégé par le fait d'avoir mis en place un équipement de sécurité, une protection AWAF, et pourtant, sa capacité à être efficace peut diminuer dans le temps pour des raisons qui sont à la fois techniques et humaines. Les raisons humaines, c'est par exemple un manque d'expertise ou de compétences dans mon équipe. Pas évident d'avoir des experts sur la partie gestion de WAF. Ça peut être aussi la désactivation de règles de sécurité suite à des remontées métiers. Voilà, petit à petit, donc on a une protection qui peut diminuer dans le temps. Et on peut aussi avoir des raisons qui sont complètement techniques, hein, tout simplement des erreurs dans mes workflows, des erreurs dans ma configuration de mon WAF ou un WAF, et on l'a déjà vu, qui reste en détection suite à une mise en production. Voilà, on était en protection, on l'a passé en détection, et il y reste dans le temps, et on ne s'en rend pas forcément compte, parce que le site continue à fonctionner sans sa protection. Donc souvent, on a un WAF qui est installé, il ne suit pas forcément le cycle de vie, le cycle de développement des applications. Pourtant, on va lui demander au WAF de s'adapter, d'être agile, d'être compatible avec l'application afin de la protéger au maximum sans compromis sur l'expérience utilisateur. C'est une forme de changement culturel qui doit s'intégrer dans la protection de sa protection via un WAF. Effectivement, Sébastien, et comme tu viens de le dire, selon vos constats d'Infogéreur, c'est que souvent le WAF ne suit pas, finalement, les politiques de sécurité ne suivent pas les releases et les mises à jour des applications web. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec la transformation digitale des organisations. Il y a une demande, en fait, une équipe DevSecOps, ça va vouloir faire de la security as code, de l'infrastructure as code, d'automatiser des déploiements pour aller plus vite, mais aussi pour avoir moins d'erreurs humaines, tu l'as dit. Alors, c'est vrai que dans la partie DevSecOps, on rajoute la dimension sécurité dès le début du développement de l'application, pour qu'elle soit exécutée automatiquement et surtout qu'elle soit mise à jour automatiquement. Alors, si un changement de culture se fait seul et que les outils sont trop compliqués, évidemment, ce changement sera un échec. Et on va voir en fin de présentation justement notre vision et ce que Roden Schwartz, en tant qu'éditeur, va pouvoir proposer aux développeurs pour justement implémenter la sécurité dès le début du développement et de suivre et de mettre à jour cette sécurité au fil des releases applicatives. Voilà, donc l'automatisation, on va s'adapter à l'environnement et au contexte pour toujours adapter le comportement du WAF. On a donc déjà, ça c'est au centre du produit tel qu'il existe aujourd'hui. Et puis on va voir aussi, suite donc avec la présentation de WAFshare, comment également on peut mettre un premier service de monitoring de son WAF pour savoir déjà, pour avoir une première position de sécurité et de savoir un petit peu comment on peut déjà avoir un premier niveau de processus DevSecOps si on a un environnement qui ne l'est pas encore. Donc justement, je te redonne la main, Sébastien, pour que tu nous présentes WAFshare, qui est du coup un service de benchmark un peu de sa position de sécurité.
Ça marche, merci. Effectivement, un des premiers éléments qui nous semble important dans cette démarche de protection d'applications, de ces applications web, c'est d'avoir une démarche tout simplement de la tester et de la tester dans le temps. L'ensemble des constats qu'on a évoqués précédemment, qui sont issus du terrain, qui sont issus de nos audits, nous a tout doucement conduit à développer des tests automatiques pour aller tester l'étanchéité d'un WAF face aux attaques. Combien d'attaques peuvent bypasser votre WAF? Quel est votre score? Est-ce que ce score il évolue dans le temps? Plus voilà, est-ce qu'il est meilleur? Est-ce qu'il est moins bon, etc. On va le tester. Nous, donc du coup, on a créé un produit qu'on a nommé Watcher, qui, si je devais le décrire en une phrase, c'est un produit qui permet de révéler en continu le niveau de protection de mon WAF en lui donnant un score entre 1 et 100. Tu peux passer. Voilà. Les principaux cas d'usage de Watcher, c'est de vérifier régulièrement que le WAF il est bien configuré, tout simplement, qu'il est bien en protection, parce que comme je l'avais dit juste avant, ça arrive qu'il ne le soit pas, et qu'il est bien résistant et robuste face aux attaques. On peut voir ici une capture d'écran du fonctionnement de Watcher qui permet de mesurer la protection de son WAF. En fait, il va tout simplement injecter des patterns d'attaque qui sont issus de tout ce que nous, on peut voir en termes de management de WAF et qui sont aussi de nos pentesters qui, chaque jour, font des missions pour tenter justement de pénétrer les applications et de bypasser les WAF. Et l'idée est toute simple. On va aller compter les requêtes qui bypassent le WAF, celles qui ne sont pas rejetées, et on obtient quelque part un score d'étanchéité. Ce que je vous propose, c'est plus que démo, on va faire une petite démo. Elle dure 2 minutes. Vas-y, tu peux la lancer, Valentin. C'est parti. Voilà, merci. Donc là, vous pouvez voir la homepage de Watcher. Vous voyez différentes petites choses. Vous voyez en haut à gauche qu'on a 4 targets qui sont actives. Les targets, ce sont tout simplement des WAF qu'on va les tester. Vous avez un graphe au milieu qui montre pour chacune des applications l'évolution de son score dans le temps. Donc j'évoquais juste avant que le score, c'est une note entre 1 et 100, et nous on a fait des paliers pour avoir un peu comme le Nutri-Score, voilà, le A, le B, le C, le 2, le F. Donc là par exemple on voit qu'il y en a 3 WAF avec un score de B, un avec un score de C, qui est donc moins bon que B. Et voilà, et donc j'ai différentes vues qui me permettent d'aller voir un petit peu cette application Watcher. Ici, on voit mes différentes targets. J'en ai 4 pour le test et pour cette démo. Et je peux aller rechercher avec un petit moteur de recherche toutes mes applications qui auraient par exemple un score de B ou un score supérieur à telle ou telle note. Et là, on va aller en voir une qui a un score qui est égal à C. Alors là, voilà, c'est notre target là qui s'appelle Code Patrol pour le test et la démo. Et donc, du coup, on fait un deep dive sur cette application en voyant qu'est-ce qui s'est passé dans le temps en termes de scoring. Et donc, on peut voir ici sur le graphe là en haut le nombre de requêtes qui ont réussi à bypasser le WAF, le nombre de requêtes qui ont été bloquées par le WAF, ce qui nous donne un score de 64%, donc 64, 60% de requêtes qui ont été bloquées, ce qui est quand même relativement moyen, mais pour notre démo. Et je peux aller voir un petit peu plus loin réellement ce qui s'est passé. Donc on a le petit graphe là de fonctionnement qui est juste en haut en tête de chapitre, et en bas, et c'est tout l'intérêt, c'est qu'on va avoir toutes les patterns d'attaque qui ont réussi à bypasser le WAF. Elles sont catégorisées par les catégories du top 10 de l'OWASP, donc qui sont bien connues, et on peut aller cliquer pour réellement voir quelle est la pattern qui a réussi à bypasser mon WAF, et du coup, aller améliorer son workflow, aller voir ce qui se passe au niveau de l'application, bref, être guidé pour améliorer la protection. Puis bien entendu, on a développé des sondes qui permettent d'être alertés en temps réel en fonction de la note sur laquelle on voudrait être averti, ce qui permet de se dire, voilà, quand on a une chute forte de notes, eh bien, on est averti et on peut aller voir ce qui se passe directement dans l'interface. Voilà, je vous avais dit vraiment une démo extrêmement rapide qui permet de voir vraiment la big picture de Watcher. Du coup, ça nous amène à vous poser une seconde question dans ce webinaire. Voilà, encore une fois, question simple, donc réponse assez simple, c'est avez-vous un service managé sur votre WAF?
Voilà, parce que vous l'avez vu dans tout ce qu'on évoque, voilà, avoir un WAF, c'est important. Vous avez répondu en majorité que vous avez un WAF en mode bloquant. La question maintenant, c'est est-ce que vous avez des équipes ou un prestataire qui vont aller manager ce WAF, qui vont le runner et suivre un petit peu son comportement dans le temps, ce qui nous semble être un enjeu important. Donc, idem, voilà, on va vous laisser quelques secondes et puis Valentin pourra même faire un magnifique décompte pour clôturer le sondage. Allez, on vous laisse encore quelques secondes. 3, 2, 1. Réponse. Ok, Ah, c'est une donc majorité de non, vas-y. tout de même. Ouais, majorité de non, effectivement, c'est globalement assez raccord avec ce qu'on voit. Puis c'est pas pour rien qu'on a fait ces petits développements qui nous permettent aussi de monitorer en fait le Ouais, niveau de protection d'un WAF. c'est assez bien partagé. On a aussi des je ne sais pas, et c'est vrai que ça peut aussi peut-être être le fait que bah, le WAF, c'est entre le réseau, c'est entre les applications, c'est avec le développement, et c'est vrai qu'on ne sait pas forcément bah, quelle est l'équipe qui doit finalement manager les politiques de sécurité sur cet équipement. Ouais. Qui gère un WAF? Est-ce que c'est l'appli ou est-ce que c'est les équipes infrastructures? On est vraiment sur un élément qui est entre les deux en fait, hein. C'est ça. Bah, on a peut-être une partie de la réponse avec le restant de la présentation. Maintenant, on vous a présenté finalement ce premier élément de monitoring, quelle est ma position de sécurité. Et maintenant, on va vous présenter bah, un petit peu le côté défensif, voire même offensif, avec eh bien l'association de la technologie Rohde & Schwarz en tant qu'éditeur de WAF depuis plus de 20 ans, les services managés de Claranet et finalement bah, tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, ça nous donne un Web Application Firewall managé en mode SaaS. Donc finalement, ça nous permet de bénéficier de toute la granularité d'un produit WAF dédié qu'on pourrait trouver on-premise, mais dans un mode, dans un form factor SaaS. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail, un petit peu, bah, qu'est-ce que WebFence? Alors, WebFence, tout d'abord, bah, c'est un produit que vous connaissez peut-être déjà, Rode RS Web Application Firewall. Vous connaissez effectivement le workflow que vous voyez ici sur la droite. Alors, Rohde & Schwarz, c'est 20 ans d'expérience dans la sécurité applicative. Rohde & Schwarz vient du monde de l'application, contrairement à d'autres acteurs qui viennent du monde de la base de données ou du réseau. C'est basé sur un reverse proxy, donc c'est l'état de l'art d'un Web Application Firewall, et ça nous permet de faire du load balancing de niveau 7, mais c'est surtout que ça va nous permettre de nous défendre contre les nouvelles menaces qui ciblent les API et les applications web telles que vous les connaissez. Donc répondre au top 10 OWASP, mais pas que. C'est également se défendre contre les mauvais robots. Plus de la moitié du trafic Internet mondial, c'est du trafic robotique, donc du trafic qui n'est pas issu d'un humain derrière son navigateur web ou derrière son application mobile. Ça va nous permettre également de faire de l'anti-DDoS applicatif. Et puis on va le voir plus tard, ce qui est assez intéressant quand on a un service managé sur son WAF, c'est de pouvoir patcher des vulnérabilités en temps réel dans un contexte de production. Donc on verra également comment on peut faire cela. Alors l'interface, si vous êtes en service managé Claranet, vous ne voyez pas l'interface graphique puisque tout est orchestré derrière l'interface web que l'on va vous montrer après et derrière des services. Néanmoins, vous avez le produit un WAF qui s'administre de manière graphique. Donc ça a voilà, des avantages à être intelligible, évolutif, et puis ça permet de chaîner les protections, de voir exactement ce qu'on peut faire sur une application web. L'approche DevSecOps, elle est déjà au cœur du produit parce que ce workflow que vous voyez, il est automatisable et il s'enrichit du contexte de votre infrastructure ou enfin en tout cas de ce qui l'entoure pour prendre des décisions. Donc, vous voyez ces petites briques jaunes, ce sont des briques de décision et on peut les enrichir avec de la donnée qui vient de l'extérieur. Par exemple, si vous avez des bases de données Redis quelque part, vous pouvez connecter le workflow à des bases de données Redis et prendre des actions dans ce workflow en fonction d'un contexte. Par exemple, si votre firewall détecte une menace réseau, un range d'IP, voilà, je donne un exemple, un range d'IP qui vous attaque
mais une attaque réseau, vous voulez aussi le bloquer sur votre WAF, on peut aller chercher ces informations à travers divers connecteurs. Le produit s'adapte également au pic de charge et il est scalable. Ça, c'est très important dans une démarche DevSecOps, c'est qu'il faut s'adapter au pic de charge. Il faut pouvoir scaler, hein, prendre ce pic de charge. Et puis, il faut savoir aussi descendre, enfin, faire du scale-up et du scale-down, hein. Une fois que le pic de charge est passé, il faut que je sache également redescendre. Donc ça, c'est des choses qui sont maîtrisées, qui peuvent être apportées par cette technologie RS Web Application Firewall. Maintenant, Sébastien, je vais te redonner la main pour que tu puisses présenter justement quels sont les avantages d'être en service managé sur ce RS Web Application Firewall avec WebFence. Ça marche, merci. WebFence, c'est le nom de l'offre de WAF Manager qui est développée par Claranet et basée sur le puissant moteur de Rodet Schwartz. Tout l'intérêt du partenariat, c'est quelque part d'avoir le meilleur des deux mondes. Ça veut dire un moteur avec les fonctionnalités que vous avez pu voir sur la slide présentée par Valentin juste avant, plus tout l'aspect, je dirais, manage, qui est le cœur business de Claranet, la production en 24/7 pour avoir une production et une protection continue dans le temps et obtenir de la visibilité sur celle-ci au travers des interfaces. Donc, vous voyez une petite capture d'écran là directement dans la slide. L'autre avantage, c'est aussi d'avoir une solution qui est packagée avec des SLA, donc des niveaux de service garantis en termes de disponibilité, des garanties sur la partie scalabilité. Voilà, tu l'évoquais, Valentin, aussi, pareil, juste avant. C'est un enjeu essentiel dès lors qu'on a des pics à gérer, dès lors qu'on protège des applications de type e-commerce, voire des API qui peuvent avoir des pics de charge. C'est essentiel de pouvoir compter là-dessus et pouvoir bien le gérer. À noter aussi que on a monté des nœuds sur différents endroits, on-prem, cloud, etc., et que certains de nos nœuds sont certifiés hébergement de données de santé et certifiés PCI DSS. Donc c'est tout l'aspect conformité autour de l'hébergement des pannes bancaires et autres, ce qui est un gros avantage hein, quand on souhaite aller vers les certifications ou que l'on soit certifié. Dans ce cas-là, ça devient un accélérateur en fait de certification. Je vais passer assez vite sur ces slides parce que j'ai envie de vous montrer voilà, une petite démo de 2 minutes là, que tu as lancé Valentin. Vous pouvez voir un peu comme sur Watcher, on a une interface web où vous pouvez voir ici vos différents WAF directement sur la home page. Donc on en a deux ici pour la partie test, ce qui permet de voir voilà j'en ai combien et quels sont les modules de protection qui ont été activés parce qu'on a des grandes catégories de modules. Et quand on clique sur un WAF, et ben pareil, on arrive sur la home page de mon WAF avec un dashboard qui me permet de voir en un coup d'œil où est-ce que j'en suis en termes d'attaque, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, je peux voir différentes choses comme le top 10 des passes les plus attaquées, tous les événements autour des IP qui ont été whitelistés, qui ont été blacklistés, etc. Le trend d'attaque que je peux voir ou en liste en bas à droite ou sur un graphe tel qu'on le voit là. Puis je peux bien entendu zoomer sur des périodes pour voir ce qui se passe sur une durée de un mois, un jour, quelques heures, etc. Voilà, donc j'ai tout un module analytics qui me permet de voir vraiment tout ce qui se passe, toutes les attaques potentielles que j'aurais pu avoir sur mon application web, avec toujours un tri par catégorie du top 10 de l'OAS pour qu'on soit vraiment raccord à tout ce qu'on peut faire en termes de pentest, toutes les connaissances qu'on peut avoir autour de ça. Des graphes aussi sur le temps de réponse, qui est un enjeu qui est pour nous très fort. Je parlais de balance entre protection, disponibilité, expérience utilisateur. On est vraiment dedans. On attache une importance énorme à la partie temps de réponse que l'on peut avoir sur le mobile WAF, qui est un enjeu en e-commerce qui est majeur. Et puis enfin, je peux faire un deep dive sur mes différents modules de protection. Voilà, anti-DDoS, la géoloc, hyper reputation, gestion de mes requêtes HTTP. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a ça? On a ça, ce qui permet de faire un deep dive à l'intérieur et donc chacun de ces modules va être configuré par application, par contexte client, parce qu'en fonction de soit une API, un front, un back, un e-commerce ou autre chose, on va aller changer les paramètres au fur et à mesure pour pouvoir adapter le niveau de sécurité
à votre contexte en fait, hein, tout simplement. Et donc on peut directement suivre ça dans l'interface. C'est Claranet avec Rodot Schwartz qui va configurer l'ensemble pour assurer la meilleure protection et la meilleure balance entre protection et agilité. Et on donne accès à ces interfaces-là pour suivre tout ça dans le temps directement et avoir de la visibilité en continu et pas avoir d'effet boîte noire sur l'aspect WAF et pouvoir le suivre tout le temps. Encore un sondage pour amener un petit peu de dynamisme dans cette question. Voilà, tu peux directement poser la question. Et là, voilà, encore une fois, une question avec un choix un petit peu différent par rapport aux questions précédentes. Estimez-vous avoir des process DevOps ou DevSecOps dans votre organisation? Avec une note de 1, si vous estimez que non, globalement, il y en a assez peu, ou 5, vous êtes vraiment là, vous avez un niveau de maturité qui est assez fort là-dessus, en termes d'organisation et de processus. Alors, on va laisser quelques secondes. Quand 10 secondes, c'est en train de... On voit que les participants sont encore en train de répondre. Et je vais faire un magnifique décompte. Allez, 3, 2, 1. Et on va afficher les réponses. C'est en train de s'afficher. Ah, c'est très disparate, hein. Pas de réponse franche. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a quand même des organisations qui s'orientent peut-être ou qui ont en tout cas un trend vers de l'automatisation, vers justement casser les silos entre les équipes et automatiser un petit peu toute la partie développement des applications et de la sécurité. Ouais, on sent une certaine forme d'humilité par rapport au processus DevOps, DevSecOps, avec beaucoup de réponses en 2 et en 3, donc pas rien, mais pas non plus un niveau fort de l'activation de ces processus-là. Alors justement, tous ceux qui ont répondu entre 1 et 2, la majorité, et demain, comment on va pouvoir aller plus loin, aller automatiser, penser la sécurité dès le début de la conception de son application web. Eh bien, tout va se faire autour de l'automatisation, de la scalabilité, des microservices. Donc aujourd'hui, en tant qu'éditeur, on a fait déjà un très gros travail pour se rendre compatible et intégrable dans les marketplaces des clouds publics, puisque la transformation digitale, le premier élément, c'est vrai que c'est quand même l'avènement du cloud public qui peut gérer voilà, la partie scalabilité. Donc tout l'enjeu a été de faire un modèle hybride, de continuer les développements sur les déploiements traditionnels on-premise, tout en gérant le multi-cloud avec Amazon, Azure, Google, tout en étant une solution agnostique pour éviter tout phénomène d'adhérence à un cloud provider, de gérer toute la scalabilité par des scripts, Terraform, Ansible, et d'orchestrer le produit. Donc ça, je dirais, c'est un travail qui a été fait. Et donc là, ça, c'est les bénéfices. C'est effectivement, tout est fait lors de la phase de build, on automatise, il n'y a plus d'ops, et on va autoriser l'infrastructure, enfin la security as code, l'infrastructure as code. Donc comment on peut gérer la complexité de tout ça? On automatise le tout et on propose en tant qu'éditeur des scripts préconfigurés, et on va permettre aux clients de les réutiliser et de les modifier pour faire de l'infrastructure as code, pour qu'il n'y ait plus du tout d'interaction humaine finalement une fois que l'application est déployée, afin de réduire les erreurs humaines. On va vous faire deux courtes démonstrations pour voir ce qui est possible aujourd'hui de faire avec le produit dans cette mouvance DevOps. Donc, je vous propose un premier scénario. Donc là, vous avez l'interface du produit telle que vous la connaissez. Là, vous avez une application PHP. Alors là, vous voyez qu'on crée un tunnel, donc on crée la protection d'une application. Et là, je vais choisir un workflow contextuel. En fait, c'est le workflow que vous avez vu tout à l'heure. Mais vous savez qu'on ne voit plus le workflow, vous avez des paramètres en fait pour choisir de quel type d'application il s'agit. Donc là, il s'agit d'une application de type API SOAP XML. Ça tourne sur un Unix et l'application est développée en PHP. Et on renseigne également qu'il derrière, il y a une base de données MySQL. Et puis, je gère un profil d'exception.
Donc tout ça, en fait, là, vous avez vu qu'on n'est pas passé par le workflow, on n'a pas passé de temps à configurer son application, on a simplement renseigné des informations qui vont permettre au WAF d'être plus pertinent, d'activer les moteurs de sécurité nécessaires. Donc là, dans cette démonstration, on va envoyer des requêtes à ce back-end, et entre là, le générateur de requêtes et le back-end, il y a le WAF. Donc la première requête est une requête XML, hein. Vous voyez que on va l'envoyer et elle passe, c'est normal, c'est un XML, c'est une requête légitime. Mais là, je vais envoyer une deuxième requête. Là, vous voyez qu'il y a des attributs qui sont manquants, hein, c'est mal écrit. On envoie, et là, vous voyez que le WAF a bloqué. Le WAF a bloqué parce qu'il a bien vu que cette requête était mal formée. Là, la troisième, on va faire une injection PHP. Ça, c'est une attaque, hein, de type injection PHP. Qu'est-ce qui va se passer si j'envoie cette requête? Eh ben, vous voyez qu'elle également, elle est bloquée parce que j'ai bien renseigné que c'était une application PHP, qu'elle pouvait être vulnérable à ce genre d'attaque. Puis la dernière, par contre, c'est une injection Java. Et là, vous voyez que quand je l'envoie, en fait, elle passe. Mais c'est tout à fait normal que cette injection passe parce que vous vous rappelez que lorsque l'on a configuré cette application, eh bien, on lui a dit, on a simplement renseigné le WAF, on lui a enrichi d'informations, on lui a dit c'est une application PHP. Donc, il n'y a aucune raison d'activer des moteurs qui pourraient faire des faux positifs, qui pourraient faire des logs. Et donc, on devient également plus pertinent dans l'analyse du SOC. Alors ça, c'est un premier niveau d'automatisation. J'enrichis mon WAF avec des informations contextuelles. Donc, c'est ce que le développeur pourra faire. C'est un outil qu'on va pouvoir proposer au développeur de renseigner ces informations. Mais on va pouvoir aller plus loin. Vous savez, je vous ai parlé de mon workflow, hein, tout à l'heure. Mais l'étape ultime, ça va être de pouvoir décrire la sécurité en utilisant du code. Donc, j'écris du code, je décris ma politique de sécurité et je vais transformer ça en un workflow que je comprends, que mon WAF va être capable de comprendre. Et ces fichiers de configuration, ils sont directement gérés par notre futur WAF en mode Docker, le Trusted Application Factory, on sait que tous nos clients ne vont pas forcément l'utiliser, mais en tout cas, l'enjeu, c'est de dire que je décris ma politique de sécurité. Automatiquement, je vais créer un workflow qui va être déployé dans un WAF en mode container. Et ça a des avantages, c'est que je vais être capable de scaler plus rapidement parce qu'un conteneur, il est léger, il va pouvoir s'adapter plus rapidement au pic de charge. Et puis, il va suivre après les releases et les évolutions de mon application. Donc ça, c'est vraiment le futur. Et donc, en conclusion, je dirais que, en synthèse, on vous a présenté un petit peu les constats du quotidien, hein. Sébastien vous a fait part de son retour d'expérience en tant qu'infogéreur. Des retours terrain sans management, sans process, donc très loin de la culture DevSecOps. Ensuite, on vous a montré en quoi on pouvait, il nous semblait important d'implémenter un bon produit avec les bons services. Donc, le premier service WAFshare, vous donner une première position de sécurité sur les équipements que vous avez déjà. On vous a montré après le futur avec un deuxième niveau d'automatisation WebFence, qui est un WAF qui va s'adapter et que vous allez pouvoir piloter avec du monitoring et du service pour être sûr d'être disponible 100% du temps. Puis après, on vous a montré le futur. C'est quoi? C'est s'implémenter dès le début du développement de l'application avec Trusted Application Factory. Donc, on estime que de mettre tout ça en œuvre, d'avoir le bon produit, les bons services et d'avoir un éditeur avec la bonne vision qui vous accompagne, ça permet de détecter plus finement les attaques et de les anticiper, hein, tout simplement. Je pense qu'on peut parler maintenant, Sébastien, d'un client commun qui nous fait confiance, que tout le monde connaît, pour qui les temps doivent être très compliqués. Néanmoins, on connaît tous UGC. Est-ce que tu peux nous en parler, Sébastien? Ouais, ça c'est un exemple de cas qu'on peut gérer avec avec de multiples itérations avec le client, avec de multiples tests avec le client. En fait, on a récupéré une politique de sécurité initiale, hein, chez lui, une politique de protection qui est celle-ci, qui est toute simple. C'était voilà, on va blacklister pendant 10 minutes tous les demandeurs, toutes les IP qui génèrent plus de 1000 requêtes dans un laps de temps de 5 minutes. Parce que voilà, c'est une application qui a un développement un peu particulier, qui génère énormément de requêtes. Et étant donné que
que la partie sensible de l'application, c'est une partie qui est connectée. Ce qu'on a proposé, c'est voilà, plutôt que de faire ça qui est un peu peut-être généraliste et un peu too much et puis peut-être inefficace, c'est de blacklister si on a plus de 20 échecs d'authentification en 5 minutes. Voilà, là on peut se dire déjà que quand on arrive à ça, vaut mieux rejeter le demandeur. Puis on a validé, on a testé, on a observé les résultats, on s'est dit voilà, maintenant on peut aller un petit peu plus loin en activant de la géoloc pour qu'on puisse vraiment affiner le trafic qui va vers le site en fonction du pays demandeur, de ceux qui sont autorisés à pouvoir acheter des biens sur cette plateforme. Et on a encore un petit peu amélioré en itérant avec une troisième évolution, en activant le module d'IP Reputation qui est extrêmement efficace, hein, qui se base sur des bases d'IP qui ont, comme son nom l'indique, mauvaise réputation. Et en fonction du niveau de réputation du IP, on va agir. Et on peut agir en challengeant, on peut agir en blacklistant temporairement. Bref, on va aller challenger ces IP-là pour vérifier et légitimer le trafic qui va utiliser l'application UGC. Et on a encore en roadmap pas mal de petites choses, dont certaines qui depuis la slide ont été mises en route. Hein, voilà, d'aller envoyer des challenges au navigateur, envoyer des captcha et aller jusqu'à la user reputation. Voilà, donc c'est un cas, voilà, c'est le genre de choses que l'on peut faire en adaptant les politiques de sécurité au contexte et à l'application, parce que on va pas mettre en place le même processus pour un client que vous voyez là versus un autre e-commerce ou un back-office. On va avoir vraiment des politiques extrêmement différentes et montre vraiment qu'il faut aller s'impliquer dans le workflow pour avoir une protection qui soit efficace et une protection qui soit adaptée. Alors, un petit mot maintenant effectivement sur nos sociétés respectives. Alors, merci hein, Sébastien. Donc du coup, je vais commencer par présenter rapidement Rohde & Schwarz Cyber Security, qui fait partie du groupe Rohde & Schwarz. Rohde & Schwarz, c'est une société familiale, une société européenne. Je pense qu'en ce moment, le discours souverain est très important. Donc nous sommes une société européenne avec 12 000 employés dans le monde, hein, donc quand même une société très très internationale. C'est une société qui fait environ 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc plus de 25 ans d'expérience dans la sécurité des applications web, du réseau. On a tout type de clients, hein, nous, Rohde & Schwarz. Dès lors qu'il y a une application web, dès lors qu'il y a ne serait-ce qu'une API à protéger, on a la légitimité pour vous accompagner sur ces sujets. Nous, on a une forte stratégie sur des technologies souveraines certifiées. Notre produit RS Web Application Firewall est en cours de recertification auprès de l'ANSSI. La version précédente était certifiée, qualifiée CSPN et nous sommes en cours de requalification sur la nouvelle version. Donc ça, c'est une preuve, si vous voulez, c'est un gage de sécurité et de qualité pour nos clients. Puis nos solutions sont reconnues. Vous pouvez effectivement aller sur Gartner Peer Insight pour aller voir des avis vérifiés de nos clients. Et un petit mot sur Claranet, Sébastien? Eh bien oui, un petit mot sur Claranet. On utilise à peu près la même carte que toi. Juste avant, Claranet, c'est un groupe européen qui est leader des services managés. Le cœur de métier de Claranet, historiquement, il y a plus de 20 ans, c'était du réseau, de l'hébergement, de l'infogérance. Et puis maintenant, depuis quelques années, c'est des partenariats extrêmement forts avec les cloud providers pour accompagner des clients à migrer vers le cloud, à utiliser les services qui sont disponibles dans le cloud. Voilà, on s'est fait certifier 27001, on était le premier hébergeur en France à être certifié PCI DSS, on a eu l'agrément pour héberger les données de santé maintenant qui est une certification. Et donc petit à petit, on a monté et on a recruté des équipes de sécurité jusqu'à il y a quelques temps où on s'est dit, voilà, on arrive quand même maintenant à avoir un certain nombre de personnes chez nous qui font de la sécurité, des clients qui demandent des offres et des prestations spécifiques en sécurité. Et donc, on a monté
Claranet cybersécurité dans 3 pays, Angleterre, France, Portugal, qui sont les 3 plus gros pays de Claranet. Et puis on propose voilà des prestations autour du scan, pentest, revue de code, veille en vulnérabilité, du WAF, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, SOC, SIEM, etc., etc. En France, on est 650 personnes réparties sur plusieurs sites, de Lille à Bordeaux, hein, quand on trace un petit peu voilà, pour le terrain en France. Et puis, eh bien dans le groupe, on est plus de 2200 collaborateurs, 6500 clients, et puis voilà, une grosse dynamique, et puis une grosse dynamique de partenaires, comme vous pouvez voir ce matin. Merci beaucoup Sébastien. Et bien maintenant, on va pouvoir passer aux questions. On a respecté le timing, je vois ça. On a 5 minutes pour répondre à vos questions, même un peu plus hein, si vous le voulez. Alors, je vais sélectionner peut-être une question pour l'afficher. Ok, on peut pas l'afficher. Alors, j'ai une première question. Est-ce que ça fonctionne avec tout type d'application? Bien oui. Donc, est-ce que ça fonctionne avec tout type d'application? Bah, la réponse est oui, justement. Hein, l'idée, c'est de pouvoir s'adapter à n'importe quelle application web, hein, dès lors que votre application discute en HTTP. Donc, que ce soit une application mobile, une application web classique, une API, bien sûr, ça fonctionne également. Alors, j'ai une autre question. Le partenariat RS et Claranet est actif depuis combien de temps? Ah, ça, Sébastien, je peux te laisser répondre. Hein. Le temps passe vite. On a du mal on a du mal. Ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, parce qu'on travaillait déjà ensemble avant même d'avoir un partenariat où on propulse quelque part vraiment des offres imbriquées comme on peut le voir là. Webfence, Webfence tel qu'il est là, ça a 18-24 mois maximum. Donc, je dirais que ce partenariat plus serré entre Rodet Short et Claranet, ça a vraiment 2 ans, mais on se connaissait déjà depuis bien avant, parce qu'on utilisait déjà le moteur de manière un petit peu plus classique pour certains de nos clients, et ça depuis quelques années maintenant déjà. D'accord. Ah voilà, super. J'espère que tu confirmes, Valentin. Oui, je confirme, effectivement. J'ai Ça pas, me la- fera j'ai pas, la- venir une prochaine question. j'ai pas la mémoire des dates, donc. Alors, j'ai une autre question. Trusted Application Factory vient avec le produit RS-WAF ou est-ce un produit différent? Donc, c'est effectivement un produit différent. Donc, Trusted Application Factory est un nouveau form factor que RS Web Application Firewall. Hein. C'est tout simplement le WAF en mode Docker. Donc, c'est un WAF qui ne comportera que les moteurs de sécurité qui sont nécessaires pour protéger une application, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est il faudra simplement fournir au WAF le contexte de votre application. Hein. C'est une application PHP, c'est une application ASP. Donc le WAF vient s'enrichir de ce contexte-là, et le Docker qui sera déployé dans votre infrastructure, du coup n'aura que les moteurs de sécurité nécessaires, il sera très léger, et donc c'est un nouveau form factor. Donc c'est vraiment un produit qui est différent. Alors, j'ai une autre question intéressante. Dans le cadre de projets de migration cloud, pourrais-je utiliser RSWAF et Claranet sur plusieurs cloud providers? Ça, c'est une question intéressante. Donc, j'en ai parlé lors de l'introduction de Trusted Application Factory. Aujourd'hui, RS Web Application Firewall est multi-cloud. Hein. Il est disponible dans les marketplaces des 3 cloud providers, des 3 gros cloud providers. Et par-dessus, justement, Sébastien, tu pourras compléter, mais effectivement, vous pouvez implémenter du service managé Claranet. Ouais, on est bien entendu disponible chez les principaux cloud providers avec lesquels on a
On a des accords et un très très haut niveau de partenariat, donc on est tout à fait capable d'accompagner la protection d'applications web quand on migre voilà, d'un cloud provider à l'autre ou d'un data center vers le cloud. Ça, c'est même un cas d'usage chez nous quotidien. En ce moment, Mmh. on fait globalement que ça. On remarque d'ailleurs que la plupart maintenant des projets web à 75-80% vont aller chez un cloud provider. C'est Mmh. plus qu'une tendance. Plus qu'une Après, tendance. j'ai une question aussi après très intéressante. Donc c'est vrai, peut-être que la présentation, on n'a volontairement pas insisté là-dessus parce que forcément ça aurait été vraiment beaucoup trop long, mais on refera un webinar dédié DevSecOps. J'ai une question intéressante. C'est ma question est comment intégrer votre solution dans un pipeline DevOps? Alors effectivement, ça c'est une question très intéressante. Donc, lorsque vous avez des outils dans votre pipeline CI/CD, hein, que ce soit le Git, le Jenkins, etc. En fait, nous, il va falloir pour s'intégrer dans un environnement CI/CD, on va demander aux développeurs d'enrichir des fichiers de configuration. Donc, je vais montrer tout à l'heure le workflow as code et les workflow parameters. Donc, en fait, via ces connecteurs, on va s'intégrer dans un pipeline CI/CD, mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez regarder notre summit virtuel qui va être dans l'email. Hein. On va vous joindre les liens vers les vidéos qui justement montrent comment on s'intègre dans les outils du pipeline CI/CD. Donc c'est une question très intéressante. Donc ça, je vais vous envoyer le lien vers ce summit virtuel. J'ai une autre question. Votre reverse proxy est-il votre propre technologie ou du Nginx ou autre? Donc, notre reverse proxy est basé sur une technologie Apache. Ah, une autre question intéressante. Ça, c'est pour toi, Sébastien. Les patterns testés via Wafshare sont-ils pris en compte dans la politique ICX? Sont pris en compte dans la politique ICX? Ouais, ça veut dire qu'on va venir nous faire évoluer les politiques en fait en fonction de nos propres constats en fait. Parce que quelque part on fait à la fois le métier de mettre en place des politiques, mettre en place des WAF et puis surtout les runner dans le temps, les infogérer. Et de l'autre, on a nos pen testers qui essaient de contourner tout ça. Donc on vient faire évoluer les politiques en fonction des constats que l'on fait pour faire justement évoluer le niveau de protection et le score qu'on peut avoir sur Watcher. Je sais pas si la question était réellement ça, mais voilà, sinon Hmm. si jamais j'ai répondu un petit peu à côté ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. On va laisser nos coordonnées, hein, justement, je pense Ouais, juste après. en fin de présentation, ce qui permet aussi de poursuivre si vous avez des questions Ouais. voilà, qui nécessite d'avoir peut-être un niveau d'expertise plus affûté que le nôtre. Je dis pas ça pour toi, Valentin, hein, bien entendu. Je dis ça plus pour moi, mais voilà, n'hésitez surtout pas une seconde. Hein. Alors, j'ai beaucoup de questions, hein. C'est très intéressant. Merci pour votre Vas-y. participation. On continue encore à y répondre pendant quelques minutes, là, pendant 3 minutes. Les workflows Trusted Application Factory vont-ils être rétroportés dans RSWAF? L'idée, c'est d'avoir effectivement une compatibilité entre tous ces workflows. Hein. L'enjeu, justement, c'est d'être multi-cloud, multi-plateforme. Et donc, effectivement, la possibilité de renseigner dans un workflow à un endroit pourrait être portée dans un autre endroit. Donc, effectivement, très bonne question. N'hésitez pas également, je donne une information. On fera un webinar justement dédié DevSecOps le 21 janvier. Donc, on vous donnera également plus d'informations dans un prochain webinar. Voilà, je pense que voilà, j'ai pas d'autres questions qui sont arrivées. Je pense qu'on on va vous donner donc nos coordonnées. Si vous voulez plus d'informations, si vous avez peut-être un use case, vous souhaitez nous faire part d'un use case, n'hésitez pas à nous contacter sur nos emails qui s'affichent. Et puis les participants recevront le replay. Hein. C'est bien ça que tu indiquais Ouais, en début de donc on va session. vous envoyer dans quelques heures un email avec le replay et le site du summit également. Voilà, écoutez, le webinaire touche à sa fin. On a eu beaucoup de participants, donc on vous remercie beaucoup. Les questions étaient également très intéressantes. Merci Sébastien de ta participation.
Merci À beaucoup, bientôt. puis merci à tous pour votre participation. Au revoir. Au revoir.